Bien, donc après ce repas excellent que nous avons pu avoir tous ensemble, et je pense que c'est très intéressant que tout le monde se mélange à ces occasions parce qu'on a pu échanger pas mal à midi, et c'était même trop court. Donc on commence la session de l'après-midi par une lecture, et notre président nous a donné cette habitude d'avoir des lectures un peu plénières, et je pense que c'est très, très enrichissant. Alors, donc, Marcel Dahan de Toulouse va nous parler des registres et cohortes en chirurgie thoracique. Je vous donne la parole. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment toujours un honneur de revenir à l'Académie. C'est notre point de départ et puis c'est notre point d'arrivée. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui... Bon, il y a des gens qui connaissent l'histoire, mais je vais la raconter d'une autre manière. Vous savez que ça a commencé par une histoire très particulière, puisque pas mal de journaux, dont vous voyez les exemples, ont commencé à publier ce qu'ils ont appelé les palmarès des hôpitaux. Et donc, ils ont essayé de pointer les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est-à-dire les services qui ne remplissent pas leur contrat. Et contrairement à ce que nous, on a tendance à chercher, c'est-à-dire valoriser les services qui travaillent bien, les journaux ont essayé de pointer, en particulier Le Point, et certains autres, les services qui ne marchaient pas. Et j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, j'étais jeune participant au conseil d'administration de la Société de chirurgie thoracique, et il y avait le patron de Jean-Philippe Verroy, le grand patron, qui était M. Loger, qui est membre de l'Académie, et qui avait dit il faut qu'on réponde absolument à ces journaux. Et malheureusement, à ce moment-là, on n'avait rien pour répondre, parce qu'on n'avait aucune statistique qui permettait de dire tel service vaut le coup, vaut pas le coup, il dérive pas. Et donc, à ce moment-là, est venue l'idée qu'on pouvait faire un genre de registre où on aurait répertorié les opérations que l'on effectue pour telle pathologie, pour tel patient, et bien sûr avec tel résultat, parce que ce genre de registre n'existe pas, parce que nos amis du Point et des journaux, ils utilisaient le PMSI, qui, vous le savez, est une base de données purement comptable, et qui n'a rien à voir avec les résultats que l'on pouvait avoir. Et donc, est sorti le principe de cette base de données qu'on appelait EPITOR, parce que c'était épidémiologie en chirurgie thoracique. Alors évidemment, je ne vous dis pas toutes les remontrances qu'on a pu avoir, et surtout les objections. Moi, chirurgien, grand chirurgien, je vais perdre un temps fou à rentrer des données dans une base de données, non, ne faites pas ça, j'ai autre chose à faire, à sauver des vies plutôt que de faire ça. Deuxième objection, c'est bien beau vos bases de données, on enrichit, et puis côté retour, zéro, puisqu'on ne sait pas ce qu'on rentre et on ne sait pas finalement à quoi ça peut servir. Et troisième objection, oui, on est fliqué, c'est-à-dire on va rentrer nos données, et puis après, on ne va pas savoir comment elles sont utilisées. Et finalement, ces trois objections qui ont été très productives pour nous ont amené à essayer de répondre à ce cahier des charges, ne pas perdre de temps, avoir un retour et conserver une certaine confidentialité des données. Alors ça c'est utilisable, utilisé, ok. Alors le principe est simple, en ce temps-là, dans les années fin de 90, Internet marchait, mais on ne pouvait pas imaginer créer ce réseau sur Internet purement comme on l'a fait maintenant. Et on a, la Société de chirurgie thoracique a diffusé gratuitement à tous les gens qui voulaient y participer un logiciel dont le principe était simple. Il y avait des patients, ces patients avaient des hospitalisations, et ces hospitalisations avaient des procédures, des interventions. Alors je vous rassure, c'était 52 items, il n'y en avait que 14 d'obligatoires, quasiment que des menus déroulants, et puis il fallait 2 petites minutes pour les remplir. Donc côté temps, boum, gagné. Bon, je ne sais pas combien vous faites d'interventions par jour, mais globalement, ça ne devait pas impacter l'emploi du temps de mes pauvres collègues. Retour d'expérience. Eh bien, ce pauvre petit chirurgien qui est dans son coin, dans sa base personnelle, qu'on appelle base locale, va être obligé d'envoyer ses données régulièrement à
de manière sécurisée à un registre national. Il reçoit automatiquement un accusé de réception, et puis il y a tout un tas de tests de conformité qui sont faits, et dans ce mail de retour, il lui est dit ce qui ne va pas. Ces données au niveau du registre national sont mises sur un site, et elles sont mises en téléchargement de telle sorte que chaque chirurgien dans son ordinateur a ses données personnelles, locales, du centre où il travaille, et nationales. Et évidemment à tous les outils qui permettent de comparer ces éléments. Retour d'expérience, bon, elle est plus ou moins gagnée. Troisièmement, la confidentialité. Alors, on est obligé de passer par la CNIL, vous vous en doutez, et parmi les obligations, c'était lorsque nous envoyons les données, nous envoyons avec un ION, il fallait que l'identité du chirurgien et du patient disparaisse, tout à fait normal, et lorsque la base était préparée pour être mise en téléchargement, l'identité de la base locale disparaissait. Et donc, au téléchargement, il y avait une base complètement anonymisée et pas de possibilité de retrouver l'origine des patients. Troisième élément, bon, a priori, gagné. Et alors, vous allez voir, finalement, on a commencé de manière expérimentale. Alors, je ne sais plus, monsieur vous disait tout à l'heure qu'il aura fallu une année pour monter la base bariatrique. Nous, il nous en a fallu deux belles années. En plus, c'était un peu novateur. On a commencé en 2002 avec 6 centres pour tester tous les éléments. Et puis, en 2003, début officiel. Et vous voyez, ça a augmenté de manière constante jusqu'en 2015 où on a changé notre fusil d'épaule. Alors avec 34 centres en 2003 qui ont commencé, puis 53 en 2005, 103 en 2009, et globalement on avait atteint à peu près 80% des chirurgiens thoraciques. En fin 2015, il y avait à peu près 270 000 interventions. Ça veut dire que si vous vous amusez à faire des statistiques dessus, vous n'avez pas besoin de faire le petit p. Le petit p, il est toujours inférieur il est toujours significatif. Toute différence est significative avec ce nombre de patients. Donc, on a développé une base qui a marché et bien évidemment, les jeunes, comme on était ou comme on est, se sont posé la question, c'est bien beau, on va publier ça. Et première chose qui est sortie, quand on a envoyé une publication, c'est on nous a dit c'est bien beau d'avoir beaucoup de patients, mais et la qualité de ces données, qu'est-ce que vous pouvez garantir comme exhaustivité, comme cohérence, comme tout un tas d'éléments qu'on peut imaginer. Et c'est là qu'on s'est mis à imaginer toute une série d'outils qui permettraient d'assurer une certaine qualité des données qui sont la base à éventuellement des publications de haut rang. Alors la qualité, on l'a utilisée de la manière suivante. On a dit, un chirurgien n'a plus le droit de rentrer dans sa base s'il n'envoie pas ses données sur la base nationale au moins tous les mois. Donc ça veut dire que s'il ne fait pas le clic, bon c'est un clic, eh bien, s'il n'envoie pas ces données, il n'a pas la possibilité d'utiliser les données nationales, et d'ailleurs son logiciel se bloque, c'est-à-dire qu'il ne peut plus ni rentrer, ni étudier les choses. Deuxièmement, tous les mois, il est obligé de télécharger les données nationales parce qu'il y a un deuxième outil qu'on a utilisé qui permet de donner une idée sur la qualité de ces données. Donc, première règle, transférer les données tous les mois et récupérer les données nationales tous les mois, sinon le logiciel se bloque. Deuxième élément, on a créé un score de qualité. Je vais vous expliquer ce que c'est un truc très pervers d'informaticien, mais qui marche bien. Et troisième élément, un truc très basique, les audits sur site, avec des audits, je vous expliquerai là aussi ce que c'est. Alors, c'est quoi ce score de qualité ? Vous avez sur la même base, donc la base locale, la base personnelle et la base nationale. Eh bien, on a essayé de regarder les écarts par rapport à la base nationale. On a une base locale, dans les 12 derniers mois, on voit
par quel, du moins de combien cette base locale s'écarte de la base nationale concernant tous les items rentrés. Et plus elle s'écarte de la base nationale, et plus effectivement on va donner des points de pénalité. Alors au départ on donne un paquet de 100 billes, et puis on enlève des billes en fonction des pénalités, et on a considéré qu'au-delà de 80%, eh bien, la base remplissait les critères de qualité. Alors, le côté pervers et intéressant de ce score de qualité, c'est que un chirurgien qui n'a pas les 80%, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se renseigner, puisque ce score de qualité lui dit où il pêche à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de corriger le tir, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire remplir les données qui ne sont pas bien remplies, de telle sorte qu'il va améliorer sa base. Et en améliorant sa base, il va envoyer une base meilleure à la base nationale, qui elle-même va s'améliorer un petit peu. Et puisqu'il se compare toujours à la base nationale, si vous voulez, on augmente le niveau à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va créer un cercle vertueux de la qualité. Et donc les gens qui se retrouvent à rentrer là-dedans, ben, ils mettent le doigt, et puis ils mettent la main et le reste. Et ils sont obligés de rentrer de mieux en mieux les données. Effectivement, comme je vous l'ai, on apprécie la régularité, le remplissage, tout un tas d'éléments qui vont permettre de donner un score qui est évolutif, puisqu'il ne considère que les 12 derniers mois. Et si vous vous améliorez, ben vous allez voir, votre score va s'améliorer. Et ça, c'est fondamental, parce que grâce à ce score, qui est envoyé automatiquement, eh bien, on peut accréditer ou ne pas accréditer la base. Et vous allez voir que finalement, cette accréditation, ben, il va falloir l'utiliser, et notamment aujourd'hui on l'utilise pour valider l'accréditation tout court, le DPC, la participation à la Société française de chirurgie thoracique est conditionnée par la participation à la base de données. L'audit sur site, ben, vous imaginez, c'est un chirurgien comme moi ou comme Jean-Philippe qui se balade et qui va dans le site, qui est reçu avec un petit repas à midi, et puis on va étudier sur la base comment sont rentrées les choses. On va donner une idée sur comment je rentre telle intervention, comment je peux standardiser. On va leur expliquer comment ça marche pour utiliser cette base dans les réunions de mortalité. Parce qu'en fait, imaginez, vous avez un système qui permet de vous dire, par exemple, dans les 6 derniers mois, vous faites de telle date à telle date, quelles ont été les complications dans le service. Vous avez la liste des complications, vous dites, bon, et dans la base nationale, est-ce qu'on a les mêmes complications? Vous regardez sur la base nationale les complications, et vous pouvez vous poser des questions pour dire, finalement, est-ce que j'ai varié par rapport à la base nationale? Qu'est-ce qui s'est passé de neuf depuis 6 mois? Peut-être qu'il y a un nouveau chef de clinique, augmentation des fistules, des trucs comme ça. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Et puis on leur donne des situations cibles qui permettent d'avoir une idée de ce qui se passe. Alors bon, vous n'êtes pas tous des chirurgiens thoraciques, ça s'en faut. Par exemple, pour nous, un truc qui est intéressant, combien on a de patients qui avaient une petite tumeur de moins de 2 cm et à qui on a enlevé tout le poumon. C'est une situation un peu rare, mais c'est intéressant parce que ça dénote. Et comme ça, on leur donne tout un tas de situations qui permettent de voir si la base est bien, pas bien rentrée, et d'avoir des idées pour pouvoir utiliser cela dans les réunions de mortalité. Et je vous expliquerai aussi que ça intervient également dans l'auto-évaluation. Je vous donne un exemple. À Marseille, ils trouvaient qu'ils avaient beaucoup de paralysie récurrentielle gauche après des interventions du côté gauche, parce qu'on a le récurrent qui passe sur la droite. Et donc ils ont étudié leur taux, ils ont décidé un jour de changer de technique, c'est-à-dire d'aller disséquer le ligament artériel pour bien voir le récurrent, et 6 mois plus tard, ils ont refait une autre étude et se sont aperçus que ça a été diminué par 2, et donc ils ont bien fait une action d'auto-évaluation et d'évaluation des pratiques. Ça, il a fallu le contrôler parce que c'était pas si simple. Tout le monde pouvait s'accaparer les données, aller les publier un peu à droite et à gauche. Donc, on a créé un comité scientifique, des gars qui participent à Epictor, moi, comme Jean-Philippe et autres, à qui, à chaque fois qu'on avait un projet utilisant les données venant d'Epictor, il fallait le présenter au comité scientifique
dont le but est de dire, bon, ça ressemble à quelque chose de... C'est une question valable. Et puis, on en parlait également au comité d'éthique de la société, parce que ça permettait d'être beaucoup plus rapide que les comités d'éthique locaux qui mettaient pas mal de temps à répondre. Et comme ça, on a pu aider pas mal de publications à sortir, et je ne sais pas si on a créé un profil Epictor sur Google Scholar, et vous voyez les citations, il y en a, je ne sais plus, j'ai relevé ça la semaine dernière, 604, l'indice H et l'indice I10. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça, mais c'est quelque chose qui est effectif, et il y a plus de 150 articles qui sont sortis à partir de cette base. Par exemple, on a une jeune consoeur qui a fait son épreuve de titre sur la chirurgie après 80 ans, la chirurgie thoracique après 80 ans. Très simple, elle a divisé sa base en deux, et elle a pris les gens plus de 80 ans, moins de 80 ans, et elle a étudié tout ce qui se passe. Par exemple, est-ce que les indications sont les mêmes après et avant 80 ans dans le cancer du poumon? Est-ce qu'on fait des curages de la même manière après, avant? Et ainsi de suite. Et elle a fait une épreuve de titre qui lui vaut largement les points pour passer devant le CME. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire uniquement avec une base comme ça, je vais vous en donner d'autres petites idées. Et ça, ce sont tous les journaux sur lesquels sont parues ces publications. Alors, il y en a une qui a fait beaucoup de bruit. C'est en 2008, un de nos confrères, jeunes confrères, qui a créé ce qu'on appelle le thoracoscore. En chirurgie cardiaque, je ne sais pas si vous savez, il y a un score de gravité qui s'appelle l'euroscore. Et les chirurgiens thoraciques sont très envieux de l'euroscore des chirurgiens cardiaques. Et du coup, on a créé le thoracoscore, qui est un index qui donne le risque de mortalité à 30 jours après une intervention en chirurgie thoracique. C'est simple, sans bavure. Quand un malade vous dit quelle chance j'ai de mourir, monsieur, boum, on sort l'iPhone, il y a une application qui est sortie, thoracoscore, OMS, Disney, acte, intervention, et on donne le risque. Alors bien sûr, vous direz toujours, un pourcentage, c'est pas la réalité, mais c'est une idée de la gravité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, au point que dans les recommandations en Angleterre, le thoracoscore apparaît. Dans pas mal de pays, le thoracoscore a été adapté, et en tout cas a été validé et utilisé comme index de mortalité en post-op, et en tout cas d'index de décision, pour dire un malade est grave, on va l'opérer ou on ne va pas l'opérer. Notre président actuel de la société, qui est Pascal Thomas, a lui fait des recommandations en matière de cancer primitif du poumon. C'est-à-dire qu'il a réuni, selon le protocole d'HAS, il a réuni pas mal de commissions, et on a édicté des recommandations qui sont sorties en 2008-2009, disant la chirurgie du cancer du poumon, ça se fait comme ça, dans telles conditions. Et on a étudié la mortalité avant, on a étudié la mortalité après. Vous vous en doutez bien que ça a eu un impact sur les pratiques, on a pu le vérifier, et deuxièmement, sur la mortalité. Je vous montrerai également l'impact que peuvent avoir ces bases de données sur la mortalité dans ce cas-là. Après, on a un gros problème en chirurgie thoracique, c'est le fait que les malades, quand on coupe du poumon, bullent en post-opératoire. Ils ont des reins qui durent longtemps, et c'est pas bon parce qu'ils ne peuvent pas se balader et tout. Et du coup, il y a pas mal de laboratoires qui ont sorti des produits pour empêcher de buller, des cols. Vous avez ça dans toutes les spécialités. Bien, nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir comparer ces cols. Donc, on a sorti un index qui pouvait prédire le risque de bullage post-opératoire, et ainsi on a pu comparer les cols les unes avec les autres pour dire cette colle a index de fuite aérienne identique, est plus efficace ou moins efficace que l'autre. Tout ça, c'était très simple, mais ça fait pas mal de bruit au point que l'HAS nous a considéré que Epictor était un outil d'évaluation des pratiques professionnelles validé et validé. Donc ça nous fait beaucoup de plaisir, au point que est sorti chaque année ce qu'on appelle le petit livre rouge. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était rouge la première année qu'il est resté rouge les autres années, avec des statistiques de ce qui se passait dans Epictor et Epicard également, puisque les chirurgiens cardiaques ont fait la même chose de leur côté. Et donc ce petit livre tout bête, il y a les statistiques,
il est pas mal, ça intéresse beaucoup les labos de savoir un peu ce qu'on fait, mais ça intéresse aussi nos confrères qui sont experts judiciaires, parce que ils ont besoin de chiffres, ils veulent savoir les complications qu'il y a dans telle intervention, et si ça peut aider, pas aider, d'avoir ces chiffres. Je pense que ça a beaucoup aidé des personnes d'avoir ces chiffres. Certains de nos confrères nous ont sorti des funnel plots, c'est super, on s'aperçoit qu'il y a des centres qui sortent un petit peu de l'épure. On ne le publie pas, ça. On l'envoie au centre, on leur dit, écoutez, vous sortez de l'épure, à vous de voir ça. Alors, c'est un taux ajusté, hein, c'est écrit sur la gauche, c'est-à-dire qu'à taux rate score égal, on a un taux ajusté de mortalité dans le centre en fonction de l'activité qui est réalisée. Ça, c'est très intéressant dans le cas de la lobectomie, dans le cas de la pneumonectomie. C'est le genre de graphiques qui sont fournis aux participants et qui permettent de voir, vous voyez, le gars qui était en haut, là, il le sait, et il s'est arrangé. Je suis sûr que le prochain graphique, il n'y a pas de souci. L'INCa, vous savez, l'INCa, l'Institut national du cancer, nous a dit il faut essayer de voir quel est le nombre minimum d'interventions pour voir l'activité, pour pouvoir valider la chirurgie du cancer. Alors, on ne savait pas ça. Alors, on a étudié. Et sur ce graphique qui est très intéressant, si vous faites une intervention, le risque est compté à 1. C'est ce qu'on voit sur le côté gauche. Et si vous augmentez le nombre d'interventions, le risque diminue. L'INCa nous avait dit c'est 20 interventions par an, qu'on avait choisi et tout. Il y a une réduction de 20%. Mais en fait, le bon chiffre, c'était 41, qui était le chiffre minimum. Ce que ce graphique nous a appris, c'est que si on continue à opérer beaucoup plus, qu'est-ce qui se passe? Le graphique remonte et la suractivité peut entraîner une dégradation des résultats, de l'amélioration des résultats de la mortalité. Voilà, la sous-activité, la suractivité, et c'est pour ça qu'on a actuellement, vous verrez, je vous le dirai à la fin, mais il n'y a pas que l'activité qui doit intervenir dans la décision de donner l'autorisation de pratiquer la chirurgie du cancer. Il y a d'autres critères qui sont des critères de qualité. Alors, un graphique qui peut prêter, qui peut agacer les gens, on a pris tous les chirurgiens, date de participation à Epitor, à la base de données, on l'a mis au temps 0, et on a vu les années qui suivent la mortalité dans le cancer du poumon, primitif du poumon, et on a séparé public-privé. On s'est aperçu qu'il y avait un graphique que vous voyez là. Le public, ça diminue, mais c'est petitement, et le privé, c'est beaucoup plus important quand on commence. Mais en 4-5 ans, en 4 ans, on a récupéré la même mortalité que les services publics. On s'est demandé pourquoi il y avait ce genre de graphique. Tout simplement parce que dans le public, c'est finalement un noyau dur qui reste, avec des gens qui viennent, et tandis que dans le privé, le gars qui s'installe et qui a ses chiffres, il faut qu'il intègre ça, qu'il monte son équipe et qu'il avance. Mais en 4 ans, on peut savoir que finalement, il redevient quasiment aussi bon, voire même mieux la 5e année que les autres. Ça, c'était très intéressant. Globalement, ce qui nous intéressait dans cette courbe, c'est que la courbe était descendante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on participait à une base de données, globalement, alors je ne vous dis pas que c'est dû qu'à ça, mais globalement, la mortalité améliorait peut-être la qualité des soins fournis. Alors, en 2014, on a commencé à réfléchir sur l'idée que le fait d'avoir son petit logiciel dans son ordinateur n'était pas toujours bien adapté, et la FSM, Fédération des spécialités médicales, nous a proposé de transférer notre base sur un site commun. C'est-à-dire qu'elle a imaginé que sur un site, on pouvait mettre toutes les bases de données de toutes les spécialités possibles, avec comme contrainte d'utiliser la même nomenclature, c'est-à-dire le nom du patient, ça s'écrit toujours de la même manière, le prénom, la date de naissance. C'est une nomenclature identique avec la possibilité, peut-être à l'interrogation, d'aller voir si dans les bases on pouvait screener les bases d'urologie avec thoracique,
avec chirurgie plastique pour voir si les mêmes patients se retrouvaient dans une base ou une autre. Donc, chaînage des patients. Et deuxièmement, l'intérêt de cette base qui comprend plein de fonctionnalités beaucoup plus sophistiquées permet également de chaîner les chirurgiens. Un chirurgien, à partir du moment où il est chef de clinique, il a un numéro RPPS et il apparaît dans la base, il a son clinica dans telle ville, puis on le retrouve dans une autre ville, puis après on le retrouve dans une autre ville, ou alors on le retrouve dans 2 sites identiques. Et s'il a des soucis, ben, il peut participer, il peut voir si par hasard il a des ennuis dans telle clinique plutôt que dans telle autre clinique, s'il a plus d'infections. Interconnexion avec les autres bases, on doit donner l'autorisation à des GOS de nous connecter au PMSI, c'est une question d'argent, il faut payer pour avoir le PMSI, mais surtout avec la base INSEE, comme ça nous donne la possibilité de récupérer la notion de décès ou pas décès, et à quel moment. Certes, on n'a pas la cause, mais au moins on a le décès, et dans les cancers du poumon, c'est intéressant de savoir 5 ou 10 ans après s'ils sont toujours vivants. Donc on est passé sur un site internet, le principe c'est le même, on rentre les données, il y a pas mal d'avantages pour nous, avec une participation qui est intéressante. On a des graphiques en permanence, des tableaux de bord qui vont s'actualiser, et surtout on a, vous dites mais ça coûte du fric ce truc-là, comment on a fait pour financer cette affaire? Eh bien c'est nous qui avons financé ça, mais surtout les partenaires de l'industrie qui ont trouvé là un élément qui était, du moins quelque chose qui était un reflet de la vraie vie. Cette reflet de la vraie vie nous a permis d'utiliser ce qu'on appelle des items payants. Un exemple tout simple, l'ultracision. Vous savez ce que c'est, on l'utilise et tout. Et ben, cette ultracision, on a mis un item, l'utilisation de l'ultracision ou pas, par exemple dans la chirurgie thyroïdienne, et on a pu voir tout de suite les conséquences de l'utilisation de ce bistouri, ou pas, en prenant 2 cohortes, ceux qui l'avaient utilisé, ceux qui ne l'avaient pas utilisé, avec comme conclusion, contrairement à ce qui a été dit dans la publicité, ben, c'est quelque chose qui chauffe beaucoup et qui peut entraîner les paralysies récurrentielles, notamment dans la chirurgie thyroïdienne, donc faire attention. Et bien, ce sont ces industries qui nous ont pas mal aidé à financer les choses. Bon, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais la Société de chirurgie thoracique a beaucoup participé. Mais ce sont des choses importantes. On a créé une base robot, c'est-à-dire que depuis le début de la chirurgie thoracique robotique, tous les malades sont rentrés dans l'EPITOR. Donc ça veut dire qu'on a pu voir la courbe d'apprentissage, on a pu voir tout ce qui se passait lorsqu'on utilisait le robot, indication, suite et éventuellement gros problème. Alors, chose capitale, la faculté, c'est on rentre dans l'EPITOR la durée de l'opération. Et si on rentre la durée de l'opération, ben, on peut savoir si on peut avoir une idée de la courbe d'apprentissage des gens qui opèrent. C'est-à-dire que quelqu'un, si au bout de 10 interventions, il se retrouve avec un temps qui est stable, bon, on va dire il lui faut 10 interventions pour être formé. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a dit, ben, finalement, on a pu apprécier les capacités d'apprentissage des chirurgiens, des jeunes. Alors eux, ils se sont dit, bon, c'est bien beau, ils nous évaluent, mais nous, on va les évaluer. C'est-à-dire qu'ils disent, si pour une intervention, allez, à Lille, il faut 15 fois la même intervention pour qu'on arrive à notre courbe, et que, par exemple, je ne sais pas, moi, à Marseille, il faut 7 interventions, ça veut dire que peut-être à Marseille, on est mieux formé qu'à Lille. Donc, les internes ont pris ces chiffres et les ont basculés à l'envers et ils ont créé leur petit palmarès des endroits où il faut aller pour pouvoir être plus ou moins bien formé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que EPITOR serve à la recertification, c'est-à-dire qu'on puisse avoir dans EPITOR des critères de qualité de soins, c'est-à-dire de résultats, 1 dans les indications, 2 dans les résultats, et c'est sur ça que nous voulons rebaser la recertification et faire en sorte que cette recertification puisse être quasi automatique pour les gens qui remplissent ces conditions. Alors, ben, la participation est obligatoire aujourd'hui à tous les chirurgiens thoraciques pour être accrédités, valider leur DPC et faire partie de la société, c'est ce que je vous avais dit.
Et pour revenir aux critères de l'INCA, nous avons refusé, récemment nous avions des réunions avec l'INCA qui nous disaient quels sont les critères de qualité de chirurgie oncologique que vous pouvez donner. Alors vous savez qu'à un moment, les critères de qualité, c'était la quantité de liquide pour se nettoyer, se désinfecter les mains, quasiment. Là, ils ont commencé à nous dire le critère de satisfaction des familles. Alors bon, nous, on a essayé d'expliquer que notre critère à nous, dans la chirurgie oncologique, c'était la mortalité à 1 an et à 10 ans. Alors ils nous ont dit, mais c'est impossible. Mais si, c'est possible, puisqu'on l'a, la mortalité à 1 et 10 ans. Et deuxièmement, on a la possibilité d'avoir une idée de la quantité et éventuellement de la qualité de ce qui est fourni. Et au lieu de dire il faut 21 interventions par an plus un plateau technique, on a dit nous on accepte tous les gens qui font de la chirurgie thoracique, sauf qu'on va leur donner un niveau. Niveau proximité, c'est les gens qui auront le droit de faire telle et telle intervention, parce que ça rend service, c'est des interventions qui ne sont pas très lourdes et qui rendent service aux patients parce que c'est la proximité. Un niveau expert, c'est le niveau habituel, c'est les niveaux qui étaient accrédités aujourd'hui. Et puis le niveau de recours, ce sont les centres de chirurgie thoracique qui font des choses un peu plus importantes, du genre CEC, du genre hyperthermie intrathoracique, voilà, chimiothérapie et autres. Autant d'éléments qui nous permettent de classer les centres de chirurgie thoracique en niveau. Et heureusement, l'INCA a entendu ça et pas mal d'autres spécialités vont s'orienter vers ça. Alors, la conclusion de cette affaire, et c'est ce qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est que rien ne sert de savoir faire quelque chose. Le plus important aujourd'hui, c'est le faire savoir, c'est-à-dire la manière dont vous pouvez faire comprendre aux autres ce que vous êtes capable de faire et ce que vous valez réellement. Et une deuxième chose, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours lorsqu'on va à la DGOS ou ailleurs, l'information, la vraie information, c'est le pouvoir. Et il faut que le pouvoir médical, nous puissions le garder et ne pas le laisser partir dans les mains d'administratifs qui vous affirment des contre-vérités. C'est à vous de redresser la vérité et dire nous, on a la vérité et on vous dit que c'est ça qu'il faut faire, pas autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. C'est vraiment un exemple de travail d'une spécialité, de faire un outil qui est très intéressant. Moi, je vois deux choses importantes. D'une part, ça vous donne le reflet de ce qui se passe réellement en France, parce que souvent, on a tendance à prendre des publications internationales pour la mortalité, et on se compare avec des centres super experts, alors que si on se compare avec ce qui se passe en France, on est quand même plus homogène. Et puis, deuxième remarque, alors vous disiez ça prend du temps, c'est vrai que c'est un investissement en temps. Et est-ce que vous avez pu faire en sorte qu'avec les systèmes informatisés des hôpitaux, on arrive à rentrer les comptes rendus opératoires une seule fois en ayant une... Alors ça c'est l'étape ultérieure. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est que les hôpitaux puissent avoir les items que l'on a dans l'Epitor pour faire juste des exportations. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Rennes pour Epicard. Ils rentrent leurs données dans le système et il y a des exports qui partent vers Epicard et qui permettent d'avoir les données dans le registre. C'est la finalité, c'est d'arriver à faire en sorte que nos données puissent être entrées directement dans le système hospitalier et basculer sur ce système. Est-ce qu'il y a une réaction et un commentaire? Oui, moi je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'est un travail considérable et surtout c'est une force considérable pour vous et pour les chirurgiens de la spécialité. Parce que, en fait, vous l'avez dit au début, c'est les professionnels qui s'approprient les données. Il y a une quantité de données disponibles qui ne sont pas accessibles aux professionnels de santé. Mais en particulier les données SMIRAM de la sécurité sociale qui sont très importantes. Les données PMSI qui ne sont pas accessibles aux médecins. Enfin, alors il faut passer des accords, mais ça coûte cher. Enfin, voilà. Et donc là, ce sont les praticiens qui ont leurs données, qui valorisent les données qui leur paraissent essentielles. Ce qui fait que quand on va à des réunions à la sécurité sociale, eh
bien, ce sont eux qui ont les données, ils nous les délivrent, et certaines sont parfois parfaitement aberrantes. Et donc on leur dit non, c'est pas possible, vos données, il faut reprendre ce que vous avez fait, c'est pas possible. Or là, vous avez effectivement les vraies données qui correspondent à la vraie vie, et je trouve que toutes les spécialités devraient faire ce que vous faites en pratique. Voilà. Devraient. Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. C'est important parce que je crois que vraiment c'est très intéressant cette expérience. Et puis cette vision collective des résultats, ça quand même, c'est extrêmement important actuellement. On n'est plus un petit service avec des résultats meilleurs que les autres et tout ça. Ça ne devrait plus exister, ça, le partage. Une question pratique, ce que vous disiez, c'est une intervention, une déclaration, mais finalement, il faut bien que vous déclariez les événements, le décès, tout ça, un an. Oui. Donc c'est un travail plus long, en fait, c'est ça? Non, c'est-à-dire que quand je reçois un courrier me disant que M. Tel va bien ou est décédé, ben je reviens sur le dossier, vite fait, et je marque la date du décès ou les choses, donc on réimplémente. Alors il faut vous dire que nous, notre but, c'est de commercialiser ça à un moment ou à un autre. Ce qu'on voudrait, c'est atteindre un niveau de qualité tel qu'on puisse monnayer nos bases. Je ne sais pas si vous savez, mais il existe des courtiers en base de données, c'est-à-dire des personnes qui mettent en relation des grandes industries, qui cherchent des statistiques de qualité et ils les mettent en rapport avec les gens qui possèdent les bases de données. Nous, ce qu'on voudrait, c'est atteindre le niveau de qualité de telle sorte qu'on puisse recevoir de l'argent pour participer à certaines... Et cet argent, on ne va pas le garder pour aller en vacances, on va surtout le garder pour payer des ARC, des attachés de recherche clinique, qui vont venir vérifier les données à l'échelon national, à l'échelon local, et nous donner un niveau de qualité tel qu'on puisse avoir une augmentation de cela. Parce que ouais, c'était ça aussi une deuxième question. Comment vous prévenez la malhonnêteté dans la déclaration des... Eh bien, ça c'est la question que nous ont posée tout de suite les Nord-Américains quand on allait présenter en disant les Français vous êtes des tricheurs, vous ne pouvez pas rentrer des bonnes choses. Eh bien, je peux vous dire que dans ce type de base de données, si vous êtes, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas assez de complications, si vous avez une mortalité qui est trop faible, vous sortez de la moyenne et donc vous prenez des pénalités. Et donc on vous dit, ben, dans tel truc, vous n'avez pas assez de complications, dans tel endroit vous avez une mortalité qui n'est pas possible, et donc, bam, pénalité. Et ça, ben, finalement, tous les gens se sont aperçus que plus ils rentraient des comorbidités, des complications, et plus ils rentraient dans les purs, parce qu'on ne taxe pas les gens qui mettent plus de complications que les gens qui en mettent moins. Bon, tout ça, c'est un truc un peu pervers, mais qui permet d'aider forcément à avoir une certaine vraie qualité. Encore une question? Oui, que vous pouvez vendre cette base de données, mais est-ce qu'il y a un contrôle sur les organismes ou sur les personnes à qui vous pouvez les vendre? Parce qu'on peut imaginer qu'on les vende à des groupes, par exemple, qui possèdent des cliniques, et qu'ils peuvent vérifier avec ces données-là que tel ou tel chirurgien à tel endroit exerce de telle manière, à telle complication. Alors il faut que vous sachiez qu'on ne vend pas les données, on vend les résultats d'une étude qu'on nous commande. Voilà. Donc on ne donne pas des données brutes, ça c'est pas possible. Pour vous donner un exemple, on a eu une fois un chirurgien qui a eu un souci médico-légal et qui a eu une complication qui était dans Epitor, à tel taux et tout. Donc nous, en tant que, j'étais président de la société, je lui ai fait un certificat attestant qu'il participait bien à la base de données Epitor, que son taux de complication, notamment dans ce cadre-là, était largement dans la moyenne et qu'il n'y avait pas de surcomplication. Et il a produit ce certificat. Je ne sais pas si ça a été fondamental pour son expertise, mais en tout cas, il avait quand même un certificat attestant que cette complication, il l'avait, mais pas plus que les autres. Voilà. Ça peut toujours aider. Bien, merci beaucoup pour cette explication.